Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Tout le monde parle de machine learning depuis quelques années. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est exactement. Tu pourrais me l'expliquer ? Avec plaisir. Le machine learning, on peut voir ça comme une nouvelle façon de programmer, c'est-à-dire de dire à des machines ce qu'elles doivent faire. Attends, parce que c'est quoi la vieille façon de programmer? En gros, pendant longtemps, on programmait les machines en leur disant très précisément les instructions qu'elles devaient suivre. On leur donnait un algorithme à exécuter à la virgule près. En fait, aujourd'hui encore, une très grande partie des applications sur les téléphones fonctionnent ainsi. Un ingénieur a décrit très explicitement toutes les opérations que le téléphone doit exécuter. Ça m'a l'air de très bien marcher. C'est quoi le problème avec cette façon de faire? Eh bien, le problème, ce sont les programmeurs humains. Comme l'avait anticipé Alan Turing dès 1950, il y a des fonctionnalités que les programmeurs humains ne seront jamais capables de programmer. Jamais capable, tu dis. Tu sous-estimerais pas un peu les humains ? T'aurais un exemple de telle fonctionnalité ? Oui, par exemple, reconnaître un chat dans une image est probablement une tâche impossible à programmer pour un humain. En tout cas, cela fait 70 ans que des millions d'informaticiennes et d'informaticiens s'y essaient. Mais à ce jour, personne n'a réussi à dire très précisément à une machine quelles sont les instructions à suivre pour déterminer si, dans une image donnée, il y a un chat ou non. C'est vrai que c'est étrange. Pourtant, vous y parvenez, vous autres humains. Je veux dire, si je vous montre une image, alors vous êtes capable de dire s'il y a un chat ou non. Oui, mais on ne sait pas exactement comment on y parvient. En langage algorithmique, notre cerveau exécute un algorithme de détection de chat, mais il n'est pas capable de comprendre l'algorithme qu'il exécute pour y arriver. Il sait le faire, mais il ne sait pas comment il fait pour le faire. Et il sait encore moins décrire le fonctionnement de cet algorithme sur une feuille de papier pour qu'il soit ensuite exécuté par une machine. Attends, mais Turing, lui, ne savait pas que les informaticiens allaient autant galérer à écrire un algorithme pour reconnaître des chats. Comment il a fait pour l'anticiper ? L'explication de Turing, c'est qu'un tel algorithme est nécessairement complexe, et pas dans n'importe quel sens. Selon Turing, reconnaître des chats, c'est complexe dans la mesure où tout algorithme de détection de chats est nécessairement très long à décrire. Il faudrait écrire des millions, voire des milliards de lignes de code pour y parvenir. Or, les humains ont du mal à écrire des milliards de lignes de code. Est-ce que c'est vraiment beaucoup, des milliards de lignes de code ? C'est en gros l'équivalent de 10 000 livres. Et écrire 10 000 livres, surtout 10 000 livres de qualité, c'est humainement impossible. Il faut en fait des armées d'humains pour y parvenir, mais alors il faut réussir à coordonner cette armée d'humains, à éviter les incohérences entre les codes écrits par différents humains, à gérer les disputes entre eux et à éviter les jeux de pouvoir. Bref, c'est une mission très difficile. Mais aujourd'hui, Snapchat arrive à reconnaître les chats. C'est bien que vous êtes parvenu à programmer les machines pour y parvenir, non ? Oui, mais justement, on n'y est pas parvenu en disant à la machine comment faire la tâche elle-même. On l'a fait en disant en détail à la machine comment apprendre à reconnaître des chats. Ah ok. Vous avez fait du machine learning pour résoudre les tâches de programmation que vous n'arriviez pas à résoudre, parce que ça faisait des codes trop longs à écrire, c'est ça ? Exactement, le machine learning, c'est la solution qu'Alan Turing avait proposée dès 1950 pour effectivement combler les déficiences de programmation des humains. Ok, mais donc, ça fonctionne comment, le machine learning ? En gros, dans le machine learning, il va y avoir deux personnages simulés tous les deux par la machine. Le premier personnage, c'est un peu le joueur. C'est lui qui doit reconnaître les chats ou résoudre la tâche qu'on veut apprendre à la machine à résoudre. Et il va y avoir un second personnage qui lui va être l'entraîneur. Laisse-moi deviner. L'entraîneur va entraîner le joueur. Je crois que ce n'était pas si difficile à deviner. Mais oui, en effet, il faut se dire qu'au début, le joueur va être très mauvais. Il ne connaît rien au chat. À la limite, on peut le programmer pour qu'il sache ce qu'est une image, et en particulier pour qu'il sache qu'une image est une grille de cases colorées. Et c'est déjà pas mal, mais clairement, on n'a pas fait le gros du boulot. Donc, au début, le joueur sera incapable de reconnaître les chats. Exactement, mais il va s'entraîner à y arriver. Ou plutôt, on va lui donner plein d'exemples, et pour chaque exemple, le joueur va faire sa prédiction, chat ou pas chat. Ok, mais je ne vois pas comment ça va l'aider à progresser. C'est là qu'intervient l'entraîneur. L'entraîneur, lui, va noter les prédictions du joueur et il va les comparer à un ensemble de bonnes réponses qu'un humain lui a typiquement fournies. Puis l'entraîneur, qui connaît bien le joueur, va déterminer comment modifier le joueur pour qu'il s'améliore. Pour y arriver, il va typiquement mettre la main dans l'algorithme exécuté par le joueur et faire des modifications comme « fais plus attention à ce pixel et fais moins attention à cet autre pixel ». Et après ces modifications, le joueur va tout de suite être très bon ? Non, généralement l'entraîneur ne va réussir qu'à améliorer légèrement le joueur.
mais s'il progresse, c'est déjà ça, parce qu'ensuite on peut tout simplement recommencer l'entraînement. Le joueur va se remettre à jouer au jeu des prédictions, mais maintenant en exécutant l'algorithme modifié par l'entraîneur. Et l'entraîneur va à nouveau noter les erreurs du joueur et déterminer comment encore modifier l'algorithme pour légèrement l'améliorer. Et en pratique, on répète ces séances d'entraînement encore et encore, parfois des milliers de fois, parfois des millions de fois, parfois des millions de milliards de fois. Et à la fin, le joueur va devenir excellent? En fait, c'est dur à dire. Sur certaines tâches, comme reconnaître des chats, en effet, à la fin, on arrive à avoir des joueurs impressionnants. Mais sur d'autres tâches, comme conduire une voiture autonome ou identifier les fausses informations, c'est plus compliqué. En fait, en général, il est très difficile d'anticiper les performances de l'algorithme ainsi conçu ou de déterminer quelle méthode d'apprentissage permettra à l'algorithme d'avoir les meilleures performances. Attends, mais tu ne nous as pas parlé des réseaux de neurones ou du deep learning. C'est quoi le rapport avec ce que tu nous as dit? La présentation d'aujourd'hui est très générale et elle englobe d'autres algorithmes d'apprentissage comme l'apprentissage par renforcement, les algorithmes génétiques ou l'inférence bayésienne. Bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce sont tous des algorithmes de machine learning. Et tous appliquent en particulier cette histoire de joueurs et entraîneurs, car c'est vraiment quelque chose de fondamental. Les réseaux de neurones et le deep learning, c'est ensuite un cas particulier de machine learning qui est devenu très en vogue au cours des 10 dernières années, et ce n'est certainement pas un hasard. On en a d'ailleurs déjà parlé dans un atelier avec David Loipre de Sciences Étonnantes, mais promis, je t'en parlerai plus en détail une prochaine fois.